Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre en cette semaine du 26 août 2025. Beaucoup de dossiers à l'agenda aujourd'hui. D'abord, on fera un tour par les États-Unis pour couvrir les derniers développements en matière pour l'administration Trump, bien sûr. On a une nouvelle particulièrement intéressante, en fait deux éléments qui méritent d'être relevés dans la même catégorie, si on veut, par rapport aux ventes de semi-conducteurs par les manufacturiers américains à l'international. Là-dessus, Donald Trump et son administration se mettent vraiment les deux mains dans le plat et il vaut la peine qu'on examine tout ça tout à l'heure parce que c'est vraiment un départ, une rupture avec ce qu'on voit normalement en matière de politique commerciale. Ensuite, la garde nationale dans les villes américaines, c'est quelque chose qu'on risque de voir de plus en plus au cours des prochaines semaines, prochains mois. On a vu notamment une intervention fédérale à Washington, D.C., alors que Donald Trump avait manifesté son intention de reprendre le contrôle sur la loi et l'ordre. Certains avaient déjà télégraphié qu'il était possible que l'administration Trump utilise le cas de Washington, D.C. comme étant une forme d'échantillon, un essai préliminaire avant de déployer la même tactique ailleurs aux États-Unis, notamment dans les grandes villes contrôlées par les démocrates en Californie. On le comprend très bien. Ensuite, on fera un tour par la RDC. Je sais que ça fait un moment qu'on n'avait pas parlé du Congo, donc on a quelque chose là-dessus. Aujourd'hui également, un déploiement américain aux Caraïbes qui fait très peur au Venezuela. En fait, le Venezuela qui se prépare actuellement carrément à une invasion américaine au cours des prochaines semaines. Ça peut sembler un peu tiré par les cheveux, mais c'est la réaction vénézuélienne à ce nouveau déploiement américain dans les Caraïbes. On y reviendra dans un moment. Ensuite, la Chine et l'Inde qui, coup de théâtre, tente un rapprochement géopolitique. Alors qu'on en parlait la semaine dernière, vous avez cette pression de plus en plus importante de la part de l'administration Trump sur le gouvernement indien pour s'assurer qu'on rompe les liens avec la Russie. Maintenant, vous avez donc la Chine et l'Inde qui, dans ce contexte nouveau de tractation entre les grandes puissances, essaient d'arriver à une forme d'entente et de détente. On y reviendra dans quelques instants. Le Liban, qui est possiblement au bord d'une nouvelle guerre civile, on en a parlé à quelques occasions durant la revue de presse au cours des dernières semaines de cette possibilité grandissante que la situation dégénère sur le territoire libanais alors qu'on est dans un processus de désarmement du Hezbollah qui ne va absolument nulle part. On en a parlé à quelques occasions. On aura l'occasion tout à l'heure de refaire un petit topo là-dessus. Israël qui rappelle 60 000 réservistes au service. On a des négociations avancées entre la Syrie et Israël pour une entente de sécurité. Tout ça alors qu'Israël continue à bombarder en Syrie et au Yémen. Alors, on a vraiment une émission très complète aujourd'hui avec un petit dossier sur le Canada. Si on a le temps de le glisser, ça ne presse pas, mais si on a le temps, on va le glisser aujourd'hui, sinon la semaine prochaine, dans le pire des cas. On commence donc avec ce qui se passe aux États-Unis pour ce qui est de la garde nationale et de cette intention dont on discutait tout à l'heure du président Donald Trump de déployer donc les troupes dans un certain nombre de villes américaines, des villes dans lesquelles, bien sûr, on s'entend, on dénonce toujours un problème de drogue, un problème de trafic, un problème, une criminalité ambiante, des enjeux d'itinérance, des enjeux vraiment de cohabitation entre différentes populations qui causent un certain nombre de problèmes et qui, bien sûr, politiquement, c'est très payant pour Donald Trump de s'attaquer à tout ça. Alors, le président de la loi et de l'ordre, comme il aime beaucoup se présenter, on nous dit maintenant qu'on va présenter des troupes à Chicago, à New York et à Baltimore. Les dirigeants des États et des collectivités locales affirment maîtriser la criminalité. Donc, bien sûr, il y a toujours une résistance de ces villes alors qu'on leur propose, ou plutôt qu'on leur impose, une présence militaire sur leur territoire. C'est quelque chose quand même qu'on ne voit pas beaucoup aux États-Unis. Je parlais avec un collègue qui était passé en France il y a quelques semaines et qui me disait, tu sais, moi, c'est ce qui m'avait marqué. Au contraire, en France, particulièrement dans les grandes villes, près des grandes installations, des infrastructures majeures, vous avez une présence policière, pour ne pas dire paramilitaire, qui est très visible. On va s'assurer que les gendarmes, les policiers soient équipés de mitraillettes, soient très visibles pour les gens et qu'on veut afficher justement cette autorité, cet ordre. De plus en plus, manifestement, les Américains pourraient aller dans le même sens. Alors que les démocrates ont riposté dimanche à la caractérisation par le président Trump des villes des États bleus comme étant en proie à la criminalité et sans loi, que la Maison-Blanche a utilisé pour justifier l'appel des troupes de la Garde nationale et l'envoi d'agents fédéraux chargés de l'application des lois dans les rues de Washington. M. Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait d'appliquer la même stratégie dans d'autres grandes villes américaines et que Chicago pourrait être la prochaine étape. L'administration n'a pas précisé quand la Garde nationale pourrait être déployée à Chicago, à New York ou dans les autres villes mentionnées par le président, incluant bien sûr Baltimore.
Rahm Emanuel, l'ancien maire de Chicago, a déclaré sur CNN que la menace de Trump reflétait davantage l'animosité du président vers les dirigeants démocrates de Chicago et son désir de sévir contre l'immigration qu'une stratégie réfléchie pour lutter contre la criminalité. Si on considère ce qu'il a fait à Washington, il ne s'attaquera pas réellement à la criminalité, a déclaré M. Emanuel, qui est en passant un proche de Barack Obama. Il s'agit d'une tentative de s'attaquer aux villes accueillantes, dites villes sanctuaires, et de gérer l'immigration. La criminalité violente a diminué ces dernières années à Chicago, Washington et dans d'autres grandes villes. Il n'y a aucune urgence justifiant que le président des États-Unis fédéralise la garde nationale de l'Illinois, a dit le gouverneur J.B. Pritzker. Le gouverneur a déclaré n'avoir reçu aucune communication de la Maison-Blanche concernant un tel déploiement et ajouté que le président tentait de créer une crise. M. Trump, de son côté, a déclaré vendredi que la ville de New York serait la prochaine cible d'un effort de police fédérale après Chicago. Zoran Mamdani, le candidat démocrate à la mairie de New York, a déclaré lors d'un entretien téléphonique que les New-Yorkais ne cherchaient pas l'aide des forces de l'ordre de Washington. Ce que souhaitent les New-Yorkais, dit-il, c'est ne plus voir la garde nationale déployée dans les 5 arrondissements. Ils veulent savoir qu'ils pourront contribuer à bénéficier des mêmes soins de santé qu'aujourd'hui, etc., etc. Alors, on en est maintenant donc à Washington, D.C. On nous dit qu'on s'en va à Chicago, qu'ensuite, après Chicago, ce sera Baltimore, qu'après Baltimore, ce sera le tour de New York. Alors, on commence à avoir beaucoup de clients pour la police fédérale et en fait les troupes fédérales aux États-Unis dans différentes villes. L'intention ici est toujours important quand même de comprendre la mécanique derrière ça. Quand on parle de la garde nationale, c'est que chacun des États américains dispose de sa propre armée, si on veut, de sa propre force militaire qui est équipée effectivement comme une armée, mais qui est destinée aux opérations sur le territoire américain, donc sur le continent américain ou ailleurs dans les dépendances américaines. C'est la grosse différence avec l'armée, donc on ne s'attend pas à voir le Pentagone intervenir directement, mais bien la garde nationale. C'est fondamentalement différent, quoique quand même ça se ressemble étant donné qu'on fait appel à des militaires. Au bout de la ligne, ça reste quand même le bottom line dans ce dossier, c'est qu'on fait appel à des militaires pour assurer la loi et l'ordre dans les grandes villes américaines. Cela étant dit, il est important quand même de faire la nuance que ce n'est pas le Pentagone et l'armée américaine, mais bien les gardes nationales respectives. Et M. Pritzker le mentionne très bien ici, la manœuvre employée par l'administration Trump, c'est de fédéraliser ces gardes nationales. Un outil dont dispose le président en cas de crise, en cas de situation grave. On a la possibilité de donc mettre sous sa propre responsabilité la garde nationale d'un État ou d'un autre pour s'assurer de remettre l'ordre dans l'État en question. C'est donc ce qui est plaidé par Donald Trump et son administration, comme quoi on a perdu le contrôle de la criminalité dans certaines grandes villes. Et là-dessus, il faut dire que, bon, indépendamment de l'intention de Donald Trump, indépendamment de la légalité, de la constitutionnalité, de la moralité, de tout ce qu'on veut utiliser là-dessus, il y a effectivement un fait indéniable qu'il y a une criminalité rampante dans un certain nombre de villes américaines qui existe depuis un certain nombre d'années. Et cette criminalité, ça a été démocrate, républicain, plusieurs leaders de différentes idéologies, de différents horizons politiques ont essayé de s'y attaquer, ont essayé d'une manière ou d'une autre de reprendre le contrôle. On a essayé, si on veut, la tolérance, on a essayé la modération, on a essayé de réduire les peines. Ça a été un échec dans plusieurs cas et ça a créé ou plutôt exacerbé une situation qui aujourd'hui se retrouve vraiment hors de contrôle, notamment oui, à New York, à Chicago. Ce sont des cas où ça s'est un peu calmé au cours des dernières années. En fait, quand on dit ça s'est calmé depuis quelques années, ça s'est calmé largement depuis l'arrivée de Trump dans son premier mandat, alors qu'il y avait déjà eu un resserrement considérable là, des mesures de loi et d'ordre et, disons, du message, du narratif vis-à-vis l'État et l'autorité de ce dernier. De plus en plus, on voit que donc le contrôle est en train d'être repris dans ces villes, mais Donald Trump, c'est extrêmement payant pour lui d'être vu comme celui qui a livré la marchandise, comme celui qui, alors que les démocrates étaient incapables de prendre leurs responsabilités, de s'assurer de la sécurité et du bien-être, du confort de leur population, ce qui est vraiment un élément rudimentaire de la politique, il devient donc nécessairement la responsabilité de Trump de le faire à leur place. Et on va donc utiliser tous les leviers disponibles. Il n'est pas sans remarquer, je vous avoue, qu'il y a quelque chose de profondément autoritaire là-dedans, à partir du moment où le président se met à assumer les fonctions policières, de par sa prérogative exécutive, se met à assumer les fonctions policières de respect de la loi dans des villes
où il y a déjà des forces policières, où il y a déjà, encore une fois, une garde nationale qui aurait pu être appelée par les autorités politiques en question. C'est ça qu'on voit, au-delà de juste la question de la criminalité, etc., il y a un enjeu de centralisation du pouvoir auquel on est en train d'assister. C'est très compatible avec les autres manœuvres de Donald Trump au cours des derniers mois pour toujours concentrer et agrandir et tester les limites du pouvoir exécutif, que ce soit pour des expulsions de citoyens. On voulait expulser Rosie O'Donnell, maintenant on veut expulser Mamdani, justement, ce fameux candidat démocrate à New York. On veut l'expulser, lui retirer sa citoyenneté aussi. C'est le genre de choses qu'on ne voyait jamais auparavant, qu'on n'aurait pas. Les présidents avaient cette espèce de prudence à ne pas franchir la ligne, à ne pas franchir la ligne de leur autorité telle que constitutionnellement définie. Il y a vraiment cette espèce de tabou aux États-Unis dans lequel le président est censé agir toujours autant que possible de connivence avec le Congrès, qui est vraiment l'autorité populaire. Le président est élu directement par la population. C'est en fait un des seuls, si on veut, dans le processus politique américain. Donc, ça lui prête une certaine légitimité populaire. Mais il ne peut pas agir tout seul. Il ne peut pas donner des ordres et s'octroyer des responsabilités qui, normalement, appartiennent à d'autres branches, qu'elles soient législatives, judiciaires ou peu importe. Alors donc, dans ce contexte, Trump est encore une fois en train d'agir aux limites de ce qui est normalement attendu d'un président. Il est parfaitement acceptable qu'on utilise une garde nationale pour la déployer dans un État quelconque, mais dans un cas extrême. On aurait pu imaginer, par exemple, dans les émeutes de George Floyd, dans des cas où il y a vraiment une dégradation de la sécurité publique et où on pourrait avoir une escalade au cours des jours qui suivent, dans les semaines qui suivent. On voyait une situation où on ne sait pas trop où ça s'en va, où les policiers refusent d'intervenir. Là, c'est le temps d'appeler la garde nationale. C'est la seule option, en fait. Cela étant dit, en ce moment, on est vraiment loin d'être là. Donc, Trump est en train un peu de tester, encore une fois, les limites de l'autorité exécutive. Et vous voyez les tribunaux, les opposants, qui, bien sûr, s'y opposent et tentent autant que possible de bloquer le processus. Alors, on se déplace maintenant, encore une fois, vers un autre dossier qui, dans le même esprit, nous montre cette espèce de tentative de Donald Trump de briser les normes en matière de l'autorité de la présidence et de jusqu'où il peut aller dans son mandat, dans sa fonction. Vous avez donc cette histoire absolument fascinante. Alors que les États-Unis achètent 10% de Intel, le manufacturier, bien sûr, de semi-conducteurs, manufacturier américain qui était en difficulté depuis un petit moment. On a donc cet article du New York Times ici qui nous explique un peu le contexte et la raison derrière tout ça. Le président Trump a déclaré vendredi que Intel, le fabricant de puces en difficulté de Silicon Valley, avait accepté de vendre au gouvernement américain une participation de 10% dans son entreprise d'une valeur de 8,9 milliards de dollars, une des plus grandes interventions gouvernementales dans une entreprise américaine depuis le sauvetage de l'industrie automobile dans la crise de 2008. Lors d'une conférence de presse, M. Trump a déclaré que l'accord était le fruit de négociations menées la semaine dernière avec le directeur général d'Intel. J'ai dit « Je pense que ce serait bien d'avoir les États-Unis comme partenaires », a dit Trump. Il a accepté, et ils ont accepté de le faire. Et je pense que c'est une excellente affaire pour eux. Intel a annoncé que les États-Unis investiraient 8,9 milliards de dollars dans ses actions, en plus de 2,2 milliards de dollars versés par le gouvernement dans le cadre du Chips and Science Act pour, bien sûr, subventionner l'entreprise. Le gouvernement ne siégera pas au conseil d'administration et n'exercera aucun autre droit de gouvernance chez Intel. Nous sommes reconnaissants de la confiance que le président et l'administration ont accordée à Intel, déclaration d'Intel, bien sûr, et nous sommes impatients de travailler pour faire progresser le leadership technologique. Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, a qualifié l'accord d'historique et a déclaré qu'il renforcerait le leadership américain dans le domaine des semi-conducteurs, véritable cerveau des ordinateurs utilisés dans plusieurs domaines. Il a joint une photo de lui aux côtés de M. Tan, le directeur général de Intel, qui l'a remercié d'avoir conclu un accord équitable pour Intel et pour le peuple américain. Cet accord constitue peut-être l'intervention gouvernementale la plus notable dans une entreprise américaine depuis 2008. L'année où on avait injecté des dizaines de milliards dans Chrysler et General Motors pour empêcher leur faillite. Cet accord constituait également la dernière tentative de l'administration Trump pour apposer sa marque sur la loi Chips, tout en essayant de redynamiser Intel. Voilà donc en fait le nerf de la guerre là-dessus, parce qu'il y a un bon moment qu'on savait qu'Intel est en difficulté, on a pris beaucoup de retard, notamment vis-à-vis NVIDIA au niveau de la technologie, et ça a positionné Intel dans une posture très difficile. Et maintenant, on voit donc les États-Unis, il y a plusieurs enjeux qui viennent se rejoindre là-dessus. D'abord,
venir en aide à Intel était un peu obligatoire pour les Américains, sans quoi on se serait retrouvé avec un joueur de moins dans un écosystème où c'est déjà très serré et très limité. Vous avez très peu de compétition, on a beaucoup de convergence entre les différents joueurs et il était essentiel pour les Américains de garder le contrôle sur au moins un grand acteur et que ce soit Intel dans le cas actuel. Pour ce qui est de la transaction elle-même, de venir en aide, ce n'est pas nouveau quand on parle d'acheter des parts d'une entreprise en tant que telle. En fait, c'est à peu près ce qui avait été fait avec les géants de l'automobile dans cette crise financière de 2008, alors qu'on avait, en échange d'actions, d'une participation dans l'entreprise, on avait investi des milliards de dollars pour leur venir en aide. Et à terme, soyons très clairs, cet investissement avait été extrêmement payant pour le gouvernement américain. En fait, on avait réalisé des milliards de dollars de profit parce que, très simplement, on avait acheté les actions à un moment où l'entreprise est en difficulté, un peu même chose pour Intel, et de par la vertu de l'investissement, mais aussi de plus largement la situation économique mondiale qui s'était améliorée, la compagnie, bien sûr, les manufacturiers américains étaient dans une bien meilleure posture. Donc, la marée qui monte fait monter tous les navires. Les actions de ces manufacturiers étaient en conséquence beaucoup plus élevées. On a vendu tout ça à profit et ça a été, soyons clairs, une des manœuvres financières, une des interventions gouvernementales les plus efficaces de l'histoire du gouvernement américain. Ça a été dénoncé, on a bien sûr lancé toutes les tomates à l'administration américaine de l'époque, tant George W. Bush que Barack Obama, qui avait été subséquent là-dessus. Les deux étaient vraiment à bord de ce sauvetage des manufacturiers automobiles. Et ça a été vraiment un grand coup pour les Américains parce qu'on a sauvé un cœur économique et on l'a fait à profit. Un cœur économique qui aurait exacerbé, encore une fois, bien sûr, les conséquences de la crise économique. Ça avait fallu qu'on perde les manufacturiers comme GM et toute l'industrie automobile dans la région des Grands Lacs. Ça aurait fait extrêmement mal, tant aux États-Unis qu'au Canada indirectement. Alors donc là-dessus, il faut être très clair. Il est possible d'avoir des interventions gouvernementales qui sont productives, efficaces et même qui sont faites à profit. Mais pour ce qui est des Américains, là-dessus, on s'en était très bien tiré. Alors, aujourd'hui, Trump reprend un peu ce même playbook, si on veut, pour ce qui est du sauvetage d'Intel. Même logique, encore une fois, où l'industrie automobile a bien sûr une vertu, c'est ce qu'on appelle la DIB en anglais, en fait, la Defense Industrial Base, la base de défense industrielle, la base industrielle de défense, devrais-je dire. L'idée, c'est vraiment de dire, toutes ces grandes entreprises qui ont de l'équipement, qui ont une capacité industrielle et qui, en temps de guerre, pourraient être appelés à participer à l'économie guerrière américaine ou peu importe. Dans le cas des États-Unis, on se souvient de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, où une industrie qui était entièrement civile. On n'avait pratiquement aucune production militaire, mais on était en mesure de le convertir relativement rapidement et donc de militariser cette industrie américaine pour la mobiliser dans l'effort de guerre. On a transformé des usines qui fabriquaient des frigidaires, des réfrigérateurs, on les a transformés en usines qui fabriquaient des avions, des tanks, de l'équipement de blindage ou quoi que ce soit pour les troupes. Ceux qui fabriquaient de la nourriture ont été mobilisés pour les rations militaires, etc. Les compagnies textiles pour les uniformes. Alors, il y a donc une sensibilité un peu partout à ces fameux joueurs qui pourraient éventuellement être inclus et comptabilisés dans la base industrielle de défense. Les manufacturiers automobiles en font bien sûr partie. S'il fallait demain matin qu'un conflit éclate et qu'on a besoin de fabriquer rapidement des dizaines de milliers de véhicules pour les besoins de l'armée, de l'Air Force, peu importe, naturellement, ces manufacturiers seraient appelés à intervenir rapidement. Un peu de la même manière que quand est arrivée la COVID, beaucoup d'entreprises ont converti, se sont réoutillées ou tout simplement changé leur chaîne de production pour fournir aux besoins en lien avec la COVID, avec les besoins immédiats du moment dans une situation qu'on estimait urgente. Alors, même chose pour ces manufacturiers et de plus en plus, on voit Intel de la même manière. On voit ces fabricants de semi-conducteurs comme étant une partie intégrante de la base industrielle de défense. Et dans l'éventualité d'un conflit, on doit absolument avoir une capacité minimale aux États-Unis avec une propriété intellectuelle américaine et d'avoir la possibilité de donc immédiatement augmenter la production. Ce n'était pas réellement possible dans les
derniers mois, dernières années, alors que l'essentiel de la capacité de production de semi-conducteurs était à Taïwan, spécifiquement. La Chine a été vraiment d'un investissement majeur là-dessus pour essayer disons, de stimuler sa propre industrie et d'avoir sa propre capacité, mais aux États-Unis, c'est encore très naissant. On a conclu des ententes, notamment avec TSMC et NVIDIA pour avoir des usines aux États-Unis, mais encore une fois, on n'a pas beaucoup à dire. On doit convaincre NVIDIA, on doit convaincre TSMC, parfois par la contrainte, mais surtout par la voie des arguments. Il faut leur fournir des incentives financiers, des motivations économiques, des réductions d'impôts, de taxes pour leur permettre de venir s'installer. Bien sûr, en investissant 8,9 milliards et en devenant une partie prenante d'Intel, en devenant un actionnaire et donc un propriétaire de l'entreprise, les États-Unis ont un levier stratégique considérable quant aux orientations de l'entreprise, quant à où on construit des usines, à quel rythme, qu'est-ce qu'on fait dans ces usines, qui sont les clients, dans quel ordre on livre la marchandise. Tout ça, ça donne un levier particulier aux Américains et c'est très semblable à ce qu'on voit ailleurs dans le monde dans d'autres industries en passant. C'est parfaitement normal. Là où c'est un bris majeur, si on veut, dans la tradition, c'est vraiment qu'on ne le voyait que très rarement aux États-Unis, dans une situation qui n'est pas motivée par une crise économique. Normalement, avec la crise financière de 2008, c'était vraiment une question de voir qu'est-ce qui va arriver avec ces manufacturiers. Ils vont probablement mourir. Et s'ils meurent, le produit net de tout ça, c'est que les Américains vont acheter plus de véhicules japonais, plus de véhicules coréens, peu importe, européens, allemands, parce qu'ils vont devoir substituer la capacité de production. Et c'est donc des milliards de dollars en déficit commercial qui sortent des États-Unis et qui s'en vont vers d'autres pays à travers le monde. Alors, on voulait à tout prix éviter tout ça. Aujourd'hui, le contexte est un peu différent. On veut sauver Intel parce qu'on veut avoir un levier, parce qu'on veut surtout s'assurer qu'il reste fort dans un contexte où il compétitionne avec d'autres acteurs à l'international. On se parlait tout à l'heure des Chinois, qui sont de plus en plus actifs et de plus en plus impressionnants aussi dans la production de semi-conducteurs. Il faut le dire, les Chinois ont fait un progrès absolument incroyable et sont même sur un itinéraire que si on pointille la ligne encore quelques années, les Chinois pourraient surpasser la technologie occidentale en matière de semi-conducteurs. Donc, à cet égard, les Américains regardent la posture d'Intel, ils se disent « on a absolument besoin non seulement d'un Intel qui existe, mais d'un Intel fort. » Alors donc, on investit ce qui est nécessaire pour remettre tout ça à niveau, injecter un peu de capital et permettre à l'entreprise de compétitionner d'égal à égal avec ces mastodontes qui se déploient à travers le monde et dont les Américains n'ont pas vraiment le contrôle. Alors voilà, les Américains en ce moment qui sont en train vraiment d'essayer de consolider leur base de défense industrielle, que ce soit par les semi-conducteurs, que ce soit par le rapatriement d'entreprises manufacturières ou même, ajoutons-le, par le développement de l'industrie des terres rares et de l'industrie minière sur le continent américain. Tous ces développements sont tous connectés ensemble et on se retrouve vraiment avec une orientation industrielle et commerciale très claire de la part des Américains. D'ailleurs, on continue là-dessus très rapidement. Un autre article, cette fois du New York Times, qui nous provenait de la semaine précédente, juste avant l'intervention sur Intel, mais ça s'inscrit absolument ensemble, alors que le gouvernement américain va prendre une part des ventes de puces d'intelligence artificielle de NVIDIA et de AMD à la Chine. Donc, dans le cadre d'un accord très inhabituel avec le président Trump, les entreprises vont devoir reverser 15 % de leur production en Chine au gouvernement américain. NVIDIA et AMD devraient verser aux États-Unis 15 % de l'argent qu'ils perçoivent en vendant des puces d'intelligence artificielle à la Chine, dans le cadre d'un accord financier très inhabituel avec l'administration Trump. L'accord, qui a été décrit par 3 personnes au courant qui ont parlé anonymement parce qu'elles n'avaient pas l'autorisation d'en discuter, intervient un mois après que NVIDIA a reçu l'autorisation de vendre une version de ses puces d'intelligence artificielle à la Chine, alors que l'administration Trump a déclaré publiquement, il y a un mois, qu'elle donnait le feu vert à NVIDIA pour vendre une puce appelée H20 à la Chine. Elle n'a pas réellement délivré les licences rendant ces ventes possibles. Mercredi, Jensen Huang, directeur général de NVIDIA, a rencontré le président Trump à la Maison-Blanche et a accepté d'accorder au gouvernement fédéral sa réduction de 15 %. Donc, sa cote plutôt de 15 %, mauvaise traduction ici. Faisant ici de ce dernier un partenaire des activités de NVIDIA en Chine, ont indiqué des sources proches du dossier. Le ministère du Commerce a commencé à octroyer des licences pour la vente d'IA 2 jours plus tard,
ont précisé ces sources. Alors là, on a carrément tenu NVIDIA et AMD dans un piège. C'est de l'extorsion. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Je suis désolé, mais on refait la séquence des événements. Vous aviez donc une autorisation qui a été émise par le gouvernement américain. Ces fameuses puces H20, ce sont des puces qui ont été développées spécifiquement pour l'intelligence artificielle et qui ont été interdites à l'exportation en Chine il y a déjà un bon moment. Si je me souviens bien, il y a une puce supérieure à ça, H1, quelque chose comme ça. H20 n'est pas la meilleure des meilleures. C'est seulement celle qu'on était prêt à exporter en Chine, advienne que pourra. Et donc, au cours des derniers mois, on interdisait de vendre H20. On leur disait « hors de question, la technologie intelligence artificielle est trop sensible, on a peur que la Chine fasse des progrès et donc vous n'avez pas le droit de leur vendre quoi que ce soit. C'est une restriction et d'aller contre cette restriction serait un acte carrément criminel. Ce sont carrément des sanctions américaines. » Alors, NVIDIA, AMD ont plaidé longtemps avec le gouvernement américain de dire « voyant cet énorme marché, voyant que les Chinois sont prêts à se vider les poches pour des puces américaines, les manufacturiers disaient « on a besoin d'une autorisation, on dort sur des milliards de dollars ». Et c'est justement cette suggestion qui a fait bouger l'administration Trump, le fait qu'on dort sur des milliards de dollars. C'était l'argument qu'il fallait. Alors que soudainement, les Américains ont donné l'autorisation, plutôt ont autorisé l'exportation des puces vers la Chine, mais n'ont pas donné les documents d'export eux-mêmes, les autorisations commerciales. Alors donc, légalement, ils avaient le droit de le faire, mais ne recevaient pas les papiers qui permettent d'envoyer la marchandise. Et là, on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? AMD, NVIDIA, les deux essayaient de discuter avec la Maison-Blanche, à dire, mais vous nous dites qu'on a le droit? Mais tous nos papiers sont bloqués quelque part. Alors, il y a quelqu'un, clairement, quelque part, qui gèle le processus. Et en fait, maintenant, on comprend ce qui se passait. Alors que le gouvernement américain, de par cette négociation menée par Trump et Howard Lutnick, sont intervenus directement en disant, vous voulez vendre en Chine, vous nous dites qu'il y a des milliards de dollars là-bas, vous allez nous donner 15 %. Ça revient exactement au genre de deal qui avait été composé par Donald Trump, qui en passant est tombé à l'eau, si je me souviens bien. Tout ça est allé nulle part. On continue à donner encore une fois le proverbial 2 semaines ou 30 jours ou 90 jours, ce deal sur TikTok. On nous avait dit qu'éventuellement, TikTok serait vendu à des intérêts américains et qu'on avait un deal en préparation. Et additionnellement à tout ça, parce que les États-Unis disaient, sinon, nous, on bannit TikTok tout simplement. Soit vous le vendez à des Américains, ou soit on le bannit et on l'interdit. Et si on l'interdit aux États-Unis, alors TikTok aux États-Unis vaut 0 $. Si, par mon décret, par ma signature en bas de la feuille, j'autorise TikTok à opérer aux États-Unis, je viens de créer, par ma signature, des centaines de milliards de dollars en valeur. C'était l'argument de Donald Trump. Et devant cet état de fait, je dis, on devrait être partenaires. Vous devriez nous donner, je ne sais plus quel était le pourcentage, 10, 20, 30, 50 %, je ne me souviens plus, dans TikTok. Je pense que c'était 50 % dans l'entente. Et on était prêt à le faire. Les partenaires commerciaux étaient tout à fait disposés à dire, oui, effectivement, sinon, ça ne vaut 0 $. Alors, aussi bien avoir un gouvernement américain qui devient partie prenante dans l'entreprise et qui donc, par extension, ne va probablement pas poser de gestes pour lui nuire, que ce soit au niveau des relations avec d'autres pays ou même juste au niveau de l'environnement législatif. Probablement que les Américains, une fois qu'on tire des milliards de dollars à partir de TikTok, annuellement, on voudra bien sûr le protéger. Et donc, on était prêt à faire ce genre de transaction. Exactement la même chose qu'on voit en ce moment, où Trump utilise une autorisation pour créer de la valeur, autrement dit, utilise le blocage légal sur les activités commerciales d'une entreprise comme un levier pour en extraire une part. Voyons ça comme ça. Dans un cas, c'était TikTok. Je vous bloque si vous ne m'en donnez pas un bout. Et maintenant, c'est NVIDIA et AMD. Je vous bloque en Chine si vous ne me donnez pas un bout de l'argent que vous faites en Chine. Et donc, soudainement, et ça, c'est vraiment spectaculaire, les Américains, même logique, deviennent cette fois partie prenante dans l'exportation des semi-conducteurs avancés destinés à l'intelligence artificielle vers la Chine. Donc,
il y a quelque chose là-dessus de complètement ridicule, parce qu'on sait que les Américains, bien sûr, sont dans une compétition avec la Chine. On sait que Trump est paniqué à l'idée de voir la Chine prendre le devant en matière d'intelligence artificielle. En fait, c'est un des grands facteurs qui avait été, un des grands éléments qui avait été inclus dans le Big Beautiful Bill. C'était l'élimination de toute forme de garde-fou sur le développement de l'intelligence artificielle dans le cadre de la compétition avec la Chine. On voulait s'assurer de ne surtout pas limiter le progrès de quelque manière que ce soit. En fait, il y a un moratoire explicite dans le Big Beautiful Bill sur toute forme de réglementation de l'intelligence artificielle pour 10 ans. Ça a été écrit noir sur blanc. Pour les 10 prochaines années, advienne que pourra, la loi américaine interdit toute forme de réglementation. Alors, on va avoir des années très curieuses, mais ça, pour NVIDIA et AMD, ça avait des implications très sévères, spécifiquement vers la Chine, alors qu'on envoie des milliards de dollars en marchandises potentielles qui servent directement à accélérer le progrès de la Chine en matière d'intelligence artificielle. Donc, vous comprenez que les intérêts commerciaux de NVIDIA et d'AMD, dans le cas très précis duquel on parle, sont non seulement incompatibles, mais contraires aux intérêts stratégiques de la nation américaine, qui est de contenir le développement de l'intelligence artificielle en Chine. Eh bien là, maintenant, on se dit, on va plutôt permettre à NVIDIA et à AMD d'accélérer ce développement, de leur permettre de faire le progrès qu'on essaie de contenir, tant et aussi longtemps qu'on nous donne une cote à travers le processus. Donc, c'est quelque chose de profondément mercantile et de greedy d'une manière qui est difficile à expliquer. La seule justification qu'on peut imaginer, et ce n'est pas une mauvaise justification, je n'y crois pas, je vais être clair, je n'y crois pas pour 2 cents, pas de la manière que ça a été configuré. Mais on pourrait vivre dans un monde dans lequel Trump joue des échecs en 4 dimensions et se dit qu'en envoyant la puce H20 en Chine, les Chinois vont ralentir leur propre progrès sur leur propre industrie locale. Que si on ne leur fournit pas, ils sont nécessairement obligés de développer leur propre machine de lithographie, de développer leur propre industrie pour fabriquer des semi-conducteurs et aller toujours plus loin dans leur sophistication jusqu'à peut-être, éventuellement, éclipser l'industrie américaine. Encore une fois, souvenez-vous, il y a quelques mois, de DeepSeek, le modèle développé par les Chinois, des scientifiques chinois en matière d'intelligence artificielle. C'est un modèle de langage comme on voit avec ChatGPT, Gemini, etc., Copilot, peu importe, et qui était presque aussi avancé et dans certains cas qui battait les intelligences artificielles américaines, européennes, etc., avec des puces beaucoup moins avancées. Et ça terrifiait les Américains. C'est un peu comme si vous vous battiez avec une main dans le dos puis vous réussissiez à leur mettre une volée quand même. C'était l'équivalent. La Chine se bat une main dans le dos puisqu'elle n'a pas accès à la technologie avancée en matière de semi-conducteurs. Et quand même, elle nous ship comme ça un modèle de langage, on l'évalue, on le teste sur des barèmes très, très, très spécifiques et très clairs, et on se retrouve avec un R1, un DeepSeek, qui performe mieux que les nôtres. Et ça terrifiait tout le monde parce que ce que ça indique, c'est que la Chine, qui se bat avec une main dans le dos, est devenue très bonne pour se battre à une seule main. Et que le jour où elle va débloquer sa deuxième, là, elle va être des kilomètres d'avance sur tout le monde. C'était carrément ça. On se disait, si les Chinois sont en mesure de produire quelque chose d'aussi avancé avec des puces compromises, on leur a donné les vieilles générations, des trucs beaucoup moins performants, alors que de notre côté, on a besoin de ces méga ordinateurs sur des centaines de kilomètres pour avoir accès à juste la puissance pour animer l'un d'entre eux sur des demandes très bancales. Ça nous inquiétait à se dire, ils ont peut-être développé un moyen, comme je disais tout à l'heure, très efficace de se battre à une main, un moyen d'exploiter l'intelligence artificielle avec beaucoup moins de ressources computationnelles. Et ça terrifiait l'Occident avec raison. Donc, on a vu dans les mois qui suivent cette espèce de rétro-évaluation. On voulait comprendre comment ils ont fait. Comment ils ont fait pour produire quelque chose d'aussi avancé avec si peu. Et finalement, ça a mené donc à ces restrictions très sévères de l'administration américaine sur l'exportation de semi-conducteurs, des restrictions qui existaient déjà. Mais on a présumé, en raison de DeepSeek, en raison de la progression chinoise, on a eu des rumeurs comme quoi on avait accès à H1, H20, et les Américains se sont mis à mettre des sanctions secondaires sur les pays qui exportent vers la Chine. Parce qu'on a compris que si on envoie des semi-conducteurs, par exemple, au Cambodge, et que le Cambodge décide de les remettre dans un emballage et de les renvoyer vers la Chine, c'est très difficile de prévenir ça. Donc, vous avez vu au cours des derniers mois, là, cette espèce de balai entre
entre l'administration américaine et les fabricants de semi-conducteurs et la Chine à essayer de définir quelle était la bonne approche là-dessus. Longtemps, on a dit on n'envoie absolument rien. On a découvert que ça ne servait à rien de ne rien envoyer parce que quand même DeepSeek a pu voir le jour dans ce contexte et des progrès considérables en matière d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on nous dit aussi bien leur envoyer. On va leur envoyer des puces, on va faire de l'argent avec les ventes. Et que fera cet argent? Honnêtement, c'est dur à dire. Je vous dirais, c'est un peu une goutte dans l'océan. On pourrait se dire, on va prendre l'argent, on va financer l'industrie américaine. C'est une goutte dans l'océan. Si on parle de 15 % des ventes, même si on vend pour 1000 milliards de dollars en Chine, ça produit toujours bien juste 150 milliards de dollars pour les Américains. C'est beaucoup d'argent, mais c'est loin d'être suffisant pour stimuler la création d'une nouvelle industrie de manufacture de semi-conducteurs aux États-Unis. Une seule usine, une seule. C'est un investissement de l'ordre de 7 à 15 milliards de dollars. Une seule. Alors, on parle de montants qui sortent complètement ça sort des repères auxquels on est habitué. Quand on parle de 15 milliards de dollars pour une seule usine, c'est donc très difficile d'imaginer un scénario dans lequel les Américains utilisent cet argent pour se créer de rien une industrie aux États-Unis. Plutôt, il semble que c'est un artefact de cette politique très mercantile, très transactionnaliste de Donald Trump dans lequel on veut s'assurer d'avoir un bout. On veut s'assurer que les États-Unis ne sont pas laissés derrière, que le gouvernement américain a sa cote, que les Américains ont leur cote et que si quelqu'un fait de l'argent quelque part, on devrait avoir un moyen de se mettre la main dans le plat de bonbons. C'est donc le dossier Intel, dossier AMD, NVIDIA, tout ça est directement relié. On pourrait inclure aussi l'industrie des terres rares parce que j'ai l'impression que ce sera probablement très semblable à mesure où on va développer comme ça ces industries locales aux États-Unis et que le gouvernement va y mettre des milliards de dollars en investissement ou des dispositions législatives favorables. Il ne faut pas se surprendre. Ça semble être la nouvelle tendance. On va essayer d'avoir une partie prenante. On va extraire quelque chose de ce processus et le gouvernement, de plus en plus, va être moins un pourvoyeur qu'un collaborateur. Ça pourrait être très intéressant. On continue sur le dossier Venezuela. Quelque chose de très surprenant ici, alors qu'on apprend que des navires de guerre américains ont atteint la côte vénézuélienne au cours des derniers jours dans le cadre d'une opération menée contre un cartel de la drogue. 3 navires de guerre américains seront stationnés au large des côtes du Venezuela dans le cadre d'une prétendue lutte contre les narcoterroristes. Parce que pour l'instant, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des gros points d'interrogation quant à cette fameuse opération, là où on envoie des navires américains au large du Venezuela qui, en passant, contiennent quelques 4500 Marines. On a donc une force considérable qui a été déployée au large du Venezuela. Et jusqu'ici, on n'a pas de bonne explication. On nous parle de l'interdiction aux narcotrafiquants, mais encore une fois, les navires auraient pu intervenir eux-mêmes sans 4500 Marines à leur bord, prêts à être débarqués. On a ajouté à tout ça de l'équipement amphibie pour justement faire des débarquements. Alors, le Venezuela commence à se poser des questions. La semaine dernière, rappelez-vous, on n'en parlait pas à la revue de presse, on aurait pu, mais le gouvernement américain a doublé ou triplé la récompense pour Nicolás Maduro, président vénézuélien, jusqu'à 50 millions de dollars. En disant, si vous nous l'amenez, on vous paiera en conséquence. 3 navires de guerre américains qui ont reçu l'ordre de se déployer au large des côtes du Venezuela par le président américain Donald Trump pour arriver d'ici le week-end. Ils sont déjà sur place. Selon certaines informations, alors que Washington envoie son armée pour lutter contre le trafic de drogue des cartels du crime latino-américain. Le déploiement annoncé de ces navires intervient alors que l'administration Trump accroît la pression sur le président vénézuélien Nicolás Maduro, après avoir récemment doublé la récompense pour son arrestation à 50 millions de dollars pour ce que les États-Unis considèrent comme des délits de drogue liés au trafic de cocaïne. Les sources ont indiqué mercredi aux agences de presse Reuters et AFP qu'un escadron amphibie composé de 3 destroyers lance-missiles américains de classe Aegis se dirigeait vers les eaux au large du Venezuela et pourrait arriver dimanche. 2 sources informées du déploiement et s'exprimant sous couvert d'anonymat ont déclaré que le USS San Antonio, USS Iwo Jima et le USS Fort Lauderdale se dirigent vers la côte vénézuélienne et transportent 4500 militaires américains. Les sources ont refusé de détailler la mission spécifique de l'escadron. Elles ont toutefois indiqué que les récents déploiements visaient à répondre aux menaces à la sécurité nationale des États-Unis émanant d'organisations spécifiquement désignées comme narcoterroristes. Maduro a déclaré lundi qu'il déploierait des millions de miliciens
à travers le Venezuela, en réponse aux menaces américaines qui comprenaient une récompense pour son arrestation et le lancement d'une nouvelle opération antidrogue. Cette semaine, j'activerai un plan spécial avec plus de 4,5 millions de miliciens pour assurer la couverture de tout le territoire national. Des milices préparées, activées et armées, a déclaré Maduro. Washington a accusé Maduro d'être à la tête du cartel des Soleils, un gang de trafiquants de cocaïne basé au Venezuela. Le département du Trésor américain a désigné le cartel comme une organisation terroriste mondiale le mois dernier, l'accusant de soutenir le groupe criminel vénézuélien Tren de Aragua et les cartels de la drogue mexicains de Sinaloa, qui ont également été désignés comme des organisations terroristes plus tôt cette année. Le président Trump a été très clair et cohérent, dit la Maison-Blanche. Il est prêt à utiliser tous les éléments de la puissance américaine pour empêcher la drogue d'affluer dans notre pays et pour traduire les responsables en justice. Là-dessus, certains éléments qu'on doit relever. 1. La situation entre les États-Unis et le Venezuela qui est extrêmement tendue depuis les derniers mois. On a eu une petite détente sous l'administration Biden alors qu'on a essayé d'obtenir du pétrole en provenance du Venezuela pour substituer la perte du pétrole russe au début de la guerre en Ukraine. On a vraiment demandé à tout le monde là-dessus. Et malheureusement, le Venezuela n'était pas en mesure de fournir. On a essayé d'envoyer des entreprises américaines, notamment Exxon, etc., pour développer du pétrole, des gisements sur le territoire du Venezuela. Et tout ça s'est un peu effondré dans les mois subséquents, alors qu'on s'est retrouvé encore une fois avec cette espèce de lutte aux narcotrafiquants et de tentative d'isoler, de contenir Maduro. Soyons très clairs. Ce ne serait pas nouveau. Je n'ai pas d'informations particulières là-dessus, mais ce ne serait pas nouveau qu'un leader d'Amérique latine soit effectivement impliqué dans le trafic de drogue et de stupéfiants vers les États-Unis ou ailleurs dans le monde. Ça s'est déjà produit. En fait, c'est assez typique. C'est un moyen très efficace de financer l'État, si on veut, dans un contexte où on a très peu de revenus et qu'on a des groupes criminels desquels on peut difficilement se débarrasser en raison de leur influence, de leur puissance, de leur force, de leur capacité à changer le processus politique, de vous retirer du pouvoir si vous devenez un problème. On a plutôt, vous le voyez au Mexique, Nicaragua, etc., on a une tendance à essayer de s'allier avec ces groupes criminels d'une manière ou d'une autre, d'essayer de trouver un moyen d'avoir une espèce de coexistence, de cohabitation. Et donc, parfois, ça passe par effectivement une cote, une redevance qui est payée sur les activités des cartels, que ce soit le trafic humain, le trafic de drogue, peu importe, et qui est remis directement au gouvernement. Encore une fois, on revient tout à l'heure avec cette histoire d'Intel, etc. C'est une manière de faire du gouvernement une partie prenante et de s'assurer qu'il ait lui aussi un intérêt à ce que vos affaires se passent bien. Donc, il est possible que Maduro, tel qu'accusé par les Américains, soit impliqué dans une forme de cartel quelconque. Est-ce que c'est Sinaloa? Est-ce qu'il est effectivement impliqué avec Tren de Aragua, le groupe criminel vénézuélien? Ou est-ce qu'il est, comme l'accusent les Américains, à la tête du cartel des Soleils? Ça me semble une accusation un peu forte de nez, un peu forte de café. Mais si effectivement ce serait le cas, les Américains, il faut dire, ont beaucoup d'instruments à leur disposition depuis l'arrivée de Donald Trump. On se parlait tout à l'heure de cette désignation des cartels criminels comme étant des groupes terroristes. On en a parlé à la revue de presse également, qu'on se disait qu'il y a quelque chose de curieux là-dessus. Normalement, la désignation terroriste est donnée à des organisations qui ont une portée idéologique, une ambition idéologique ou politique. On essaie d'imposer un système quelconque. On pourrait imaginer, par exemple, avec le djihad, où on voudrait imposer la charia. On essaie normalement d'avoir un objectif idéologique derrière le terrorisme. Pour ce qui est des cartels, on avait tout simplement donné la désignation terroriste en raison du fait qu'ils nuisent aux États-Unis et que, justement, on s'est tellement donné d'instruments béton pour combattre le terrorisme que c'est très tentant aujourd'hui de décerner cette désignation à un groupe qui ne l'est pas pour se donner accès à tous ces instruments légaux qui ont été construits entièrement pour faire la lutte au terrorisme ailleurs dans le monde et également à l'intérieur des États-Unis. Donc, maintenant qu'on a cette capacité et qu'on l'a fait, en fait, le mois dernier, qu'on a déjà commencé à désigner ces fameux cartels criminels comme étant des organisations terroristes, bien ensuite, il faut le mettre dans le contexte de cette autre nouvelle qu'on a vue la semaine dernière. Alors que l'administration américaine de Donald Trump a donné l'autorisation au Pentagone de préparer des frappes contre ces cartels. Vous voyez un peu ce qui est en train de se dresser devant nous, là. On les désigne comme des cartels. Ensuite, on donne l'autorisation à l'armée de frapper les cartels. Et là, vous avez l'armée qui se déploie au large du Venezuela contre ce qu'on allègue être un chef de cartel.
Alors, vous voyez ce qui inquiète un peu le Venezuela en ce moment. On se dit, c'est exactement la séquence qui serait nécessaire pour légaliser une invasion du Venezuela, ou du moins une incursion militaire, pour ne pas dire un assassinat, une opération quelconque spécifiquement pour décapiter le régime et Maduro lui-même. Ce serait exactement la séquence qu'on préparait. On ferait textbook, comme on vient de le faire en ce moment. Il nous faudrait l'autorisation légale, on donnerait l'autorisation au Pentagone d'interagir avec cette autorisation et finalement, on enverrait des ressources vers la destination. Et donc, vous avez le Venezuela qui, en ce moment, est en pleine panique, nous parlant d'un déploiement de quelques 4,5 millions de miliciens en réponse à ces menaces des États-Unis. Cette décision intervient après que les États-Unis ont doublé la prime pour l'arrestation. Le président vénézuélien Nicolás Maduro s'est engagé à mobiliser plus de 4 millions de combattants de la milice en réponse aux nouvelles menaces des États-Unis. Cette semaine, j'activerai un plan spécial de plus de 4,5 millions, ce qu'on disait tout à l'heure. La milice a été créée par l'ancien président Hugo Chavez et compterait environ 5 millions de membres, bien que les analystes suggèrent que le chiffre réel soit inférieur. La population totale du pays est d'environ 30 millions d'habitants. Maduro a dénoncé les menaces extravagantes, bizarres de Washington. Le gouvernement américain, qui refuse de reconnaître les 2 dernières victoires de Maduro, a récemment imposé de nouvelles sanctions à son administration et aux cartels présumés. Les États-Unis n'ont fourni aucune preuve reliant Maduro au cartel de la drogue. Dans le même temps, l'armée américaine a déployé 3 destroyers lance-missiles dans le sud des Caraïbes dans le cadre d'une opération plus vaste contre les cartels de la drogue d'Amérique latine. Au cours des dernières heures, en passant, ça c'est un autre développement que je lisais tout à l'heure, le président Maduro a ordonné à tous les drones sur le territoire d'être tenus au sol. Donc, aucun engin volant dans l'espace aérien du Venezuela. Il semble que le Venezuela se prépare à une attaque américaine par la voie aérienne plutôt que maritime. Ça expliquerait notamment pourquoi on s'assure d'avoir des radars qui sont clairs, qui sont entièrement vides de toute forme d'observation avant qu'arrive une possible incursion, pour qu'on soit bien sûr en mesure de les identifier aussi rapidement et sans ambiguïté que possible. Prochain dossier, on se déplace du côté de l'Europe, en fait en Italie pour être exact, alors qu'on a enfin des développements en lien avec Nord Stream. L'Italie arrête un Ukrainien soupçonné d'être impliqué dans les explosions du gazoduc Nord Stream. La police italienne a annoncé jeudi l'arrestation d'un Ukrainien soupçonné d'être un des coordinateurs des attaques de 2022 contre les gazoducs Nord Stream. Le parquet pense que le suspect faisait partie d'un groupe de personnes ayant placé des explosifs sous-marins et sur les gazoducs. La police italienne a annoncé jeudi avoir arrêté un citoyen ukrainien soupçonné par l'Allemagne, donc par un mandat international, d'être un des coordinateurs des explosions sous-marines de 2022. Le suspect a été arrêté dans la nuit par des agents d'un commissariat de police. Les explosions du 26 septembre 2022 ont endommagé les pipelines construits pour acheminer le gaz naturel russe vers l'Allemagne sous la mer Baltique. Les enquêteurs sont restés très discrets sur leur enquête, mais ont déclaré il y a 2 ans avoir trouvé des traces d'explosifs sous-marins dans des échantillons prélevés sur un yacht fouillé dans le cadre de l'enquête. Dans un communiqué publié jeudi, le parquet a déclaré que le suspect faisait partie d'un groupe d'individus ayant placé des explosifs sur les pipelines et qu'il en était probablement l'un des coordinateurs. Il est soupçonné d'avoir provoqué des explosions, des sabotages anticonstitutionnels et la destruction de structures. Il a été arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis lundi. Le suspect et d'autres utilisateurs utilisaient un yacht parti du port allemand de Rostock qui avait été loué auprès d'une société allemande en utilisant de fausses pièces d'identité et avec l'aide d'intermédiaires, ont indiqué les procureurs. Ils n'ont donné aucune autre information sur les personnes à bord du yacht, ni sur les personnes qui auraient pu être impliquées dans la coordination du sabotage présumé. La ministre allemande de la Justice a salué ce qu'elle qualifie de succès impressionnant de l'enquête. Elle a déclaré dans un communiqué que les explosions devaient être maîtrisées et c'est donc une bonne chose que nous progressions. On risque d'avoir plus de développement au cours des prochains mois par rapport à Nord Stream parce que, on a d'abord cette arrestation qui vient d'être faite en Italie. On présume qu'il y aura un procès, on présume qu'il y aura donc de l'information additionnelle à travers les témoignages et les productions de preuves. Cela étant dit, c'est surtout la fin de la guerre en Ukraine. Au cours des prochains mois, on s'entend, si on a cette fameuse entente de paix, c'est le feu qu'on imagine encore possible au cours des prochains mois. Eh bien, c'est à partir de ce moment qu'on aura vraiment des indications additionnelles par rapport à ce qui s'est passé avec Nord Stream, parce que vous comprendrez tant et aussi longtemps qu'il y a cet enjeu majeur de la guerre entre la Russie et de l'Ukraine. Personne n'est si intéressé
à aller au fond de l'histoire de Nord Stream, pour la simple et bonne raison que ça nuirait à la cohésion européenne sur l'appui à l'Ukraine. Ni l'Ukraine ne veut que ça sorte, ni l'Allemagne ne veut que ça sorte, ni les Américains, ni personne ne veut que ça sorte en ce moment, parce que ça ferait extrêmement mal, bien sûr, à cette relation essentielle entre l'Allemagne et l'Ukraine, et plus largement, cette relation essentielle entre l'Occident et l'Ukraine. On ne voudrait surtout pas apprendre comme ça, au beau milieu de la guerre, alors qu'on est en période de négociation, que l'Ukraine a poignardé un de ses alliés dans le dos et qu'elle a caché tout ça au monde entier pendant des années. C'est probablement le cas. Tout indique que c'était soit les Américains avec la connaissance des Ukrainiens, ou soit des Ukrainiens avec la connaissance et le feu vert des Américains. Alors, dans tous les cas, l'Ukraine a baisé l'Allemagne à un moment ou à un autre, mais on ne veut pas le déclarer immédiatement, ce serait trop problématique. Alors donc, cette enquête, on a des arrestations, on a bien sûr un peu de bruit qu'on va avoir entre les branches d'ici le procès, mais il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit d'exhaustif avant la fin de la guerre pour les enjeux stratégiques, tout simplement. Et ça, le processus judiciaire va être mis sur la glace si nécessaire, les journaux vont être mis sous censure si nécessaire. Ce sont des informations extrêmement importantes et sensibles. Ça est important de le comprendre. On continue maintenant avec le Congo, la DRC. La situation continue. On fait un retour très rapide. Je vois qu'on est déjà ensemble depuis quelques 50 minutes. Retour rapide là-dessus, sur la situation au Congo, alors qu'on a cette entente de paix qui avait été signée, bien sûr, cette entente préliminaire entre, encore une fois, très important de le définir, là, cette entente a été signée entre le Congo et le Rwanda. Le M23 n'a jamais été impliqué dans cette fameuse entente. Et déjà, ensemble, alors qu'on présentait à la carte les enjeux derrière tout ça et comment ce serait possiblement implémenté, on se disait, il semble que les Américains acceptent la présence du M23 à l'est du Congo, la République démocratique du Congo. Il semble que les Américains présument qu'ils vont collaborer avec le M23, même dans l'exploitation, dans l'extraction des ressources naturelles, des terres rares et des minéraux dans l'est de la DRC. Pourquoi? Bien parce qu'on faisait une entente qui faisait comme si le M23 n'existait pas. On s'entendait pour la paix, on disait au Rwanda, tu retournes chez vous, on disait au Congo, on s'assure de rétablir la cohésion nationale et on fait l'octroi des ressources en partenariat avec les Américains, mais jamais on a mentionné qu'est-ce qui arrive avec le M23. Alors, on posait la question ensemble, à se dire, est-il possible que les Américains fassent un peu, de par cette entente, normaliser la présence du M23 dans l'Est? Aujourd'hui, on a des indications curieuses en ce sens, alors que le M23, c'est un rapport qui nous provient en passant de l'Institute for the Study of War, qui est très, très près des Américains, des intérêts occidentaux, là, il faut l'ajouter. Le M23 a intensifié le rythme et l'ampleur de sa campagne anti-insurrectionnelle aveugle contre les milices anti-M23, y compris des cibles militaires légitimes comme les militants extrémistes Hutus dans l'est de la RDC, avec le soutien du Rwanda. Cependant, cette campagne viole probablement les engagements du M23 et du Rwanda au titre de l'accord-cadre de paix soutenu par les États-Unis et aurait impliqué un degré élevé de violence systématique contre les civils, ce qui pourrait constituer une violation du droit international humanitaire. Alors donc, ici, la situation, elle est relativement simple. Alors que vous aviez le M23 qui était bien sûr en contrôle d'une région dans l'est du Congo, tout ce qui est du Kivu spécifiquement, et même de plus en plus, là, on s'étendait au-delà de cette région du Kivu, tant au nord qu'au sud. Et il y avait quand même une présence d'opposants, de militants qui s'opposaient au M23 de différents groupes, spécifiquement des milices Hutus. La plupart étaient appuyés par le Congo pour donc s'opposer au M23 et à son autorité sur cette portion du Congo. Le M23, on nous dit en ce moment, est en train d'intensifier ses attaques contre ces poches de résistance à l'intérieur de la zone qu'il contrôle. Pourquoi? Possiblement pour préparer une occupation plus durable du territoire en connivence avec les Américains. Si on a bien sûr une forme d'instabilité, de violence, d'insécurité dans cette région, les Américains pourraient être très réticents à envoyer de leurs propres entrepreneurs, entreprises, propres forces de sécurité, etc. pour extraire les ressources. On doit s'assurer d'avoir un contrôle total. Et maintenant qu'on voit qu'on a essentiellement le feu vert pour occuper cette portion du territoire, eh bien, on se débarrasse de tous ceux qui s'y opposent et qui étaient encore des cailloux, si on veut, dans les souliers du M23. Maintenant, ça ne veut pas dire que le M23 va être
nécessairement pour toujours ou pour les années à venir en contrôle de cette région du Congo, mais ça veut certainement dire qu'on s'en va vers une petite détente de la guerre civile. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, c'est que le Congo, la RDC, ne va certainement pas être en mesure d'expulser à elle seule le M23. On l'a déjà vu, son principal levier, c'est de payer des milices pour aller agir contre le M23 et faire la guerre à sa place. Et de l'autre côté, bien, vous avez le M23 qui, lui, est en posture d'éliminer cette forme de résistance. Donc, ce seul levier qui actuellement causait une forme de contestation de l'autorité M23 dans cette région, on est en train de l'éliminer entièrement. Donc, on pourrait se retrouver dans une situation où vous avez vraiment un territoire réclamé et contrôlé sans ambiguïté par le M23 et où les Américains collaborent pour l'extraction des ressources. Et donc, ce qu'on fait à ce moment, c'est un peu une province autonome, quoi. Une province autonome de la République démocratique du Congo qui n'est pas nommée comme telle. On ne le dira pas tout de suite, mais on semble être en train de normaliser cette présence M23, ce qui est stupéfiant, absolument stupéfiant. Parlant de stupéfiant, la semaine dernière, le premier ministre indien s'est rendu en Chine pour aller rencontrer donc les leaders chinois du Parti communiste et viser autant que possible une amélioration des relations avec la Chine. Le premier ministre indien Narendra Modi a salué les progrès constants dans l'amélioration des relations avec la Chine après avoir rencontré mardi son chef de la diplomatie, ministre des Relations étrangères bien sûr, à la suite d'une impasse de plusieurs années. Modi a souligné le respect des intérêts et de la sensibilité de chacun dans une déclaration sur les réseaux sociaux après sa rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. Le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que les deux pays étaient engagés dans une voie de développement stable et devaient se faire mutuellement confiance et se soutenir. Lors de sa visite, Wang Yi a également rencontré le ministre des Affaires étrangères indien et le conseiller à la sécurité nationale, Ajit Doval, au sein de la frontière contestée entre les deux pays dans l'Himalaya. Le ministère indien des Affaires étrangères a indiqué que Wang Yi et Doval avaient discuté de désescalade, de délimitation et de questions frontalières. Les deux parties, et ça c'est énorme, les deux parties ont convenu de reprendre les vols directs et la délivrance de visas de journalistes et de faciliter les échanges commerciaux et culturels entre les deux pays. Les relations se sont détériorées en 2020, bien avant ça, mais se sont détériorées en 2020 après des affrontements entre les forces de sécurité le long de la frontière. 4 soldats chinois et 20 soldats indiens ont été tués lors des pires violences depuis des décennies, gelant les échanges politiques de haut niveau. Ce qu'on avait vu, en fait, c'est des scènes absolument lunaires depuis les hauteurs de l'Himalaya, alors que vous aviez spécifiquement, il me semble, dans la région du Ladakh, des troupes indiennes et des troupes chinoises qui se sont battues à main nue jusqu'à la mort. Pourquoi je dis à main nue, c'est qu'en fait, c'est justement cette région de l'Himalaya où vous avez une présence militaire chinoise et indienne nez à nez. Elle est tellement tendue, cette région, qu'on a un traité réciproque, autant pour l'Inde que pour la Chine, dans lequel on interdit aux troupes sur cette ligne de porter des armes. Alors, on interdit, on sait tellement que la région est tendue, on leur dit des deux côtés, venez surveiller la frontière, mais ni l'un ni l'autre, vous avez le droit de porter des armes, sans quoi c'est sûr que ça va dégénérer et ça pourrait mener à une guerre. Eh bien, effectivement, une chance qu'il n'y avait pas d'armes, parce qu'on en est venu au point à se battre à mort et à laisser 20 Indiens décédés, 4 Chinois décédés. Donc, on a 24 morts dans une espèce de bagarre générale. Et il y a des images de tout ça en passant. YouTube adore pas quand on les présente, mais on est en revue de presse, on peut vous en présenter quelques secondes. C'était une scène absolument tirée c'était lunaire, il n'y a pas d'autre manière de le décrire. Et donc, la Chine et l'Inde, on avait cette espèce de tension depuis 2020, alors qu'on n'était jamais vraiment revenu sur l'événement. On n'avait pas pris la peine de serrer la main et de se dire « on laisse ça derrière, on passe à autre chose ». Donc, cette tension qui existe depuis très longtemps, pas juste depuis 2020, était exacerbée depuis ce moment, alors qu'on voyait vraiment un enjeu territorial qui auparavant était relativement latent. On sait que la Chine et l'Inde se disputent bien sûr pour le contrôle de l'Himalaya, qui est un château d'eau exceptionnel. On voit les Chinois construire des barrages, on voit les Indiens construire des barrages, parfois qui nuisent aussi au Pakistan. Donc, cette région est absolument critique, mais jusqu'ici, très peu d'affrontements. Alors tout ça vient bien sûr s'inscrire dans ce qu'on mentionnait la semaine dernière quant au triangle entre l'Inde, la Russie et les États-Unis.
D'un côté, vous avez l'Inde qui achète énormément de pétrole et de gaz naturel à la Russie. En plus de ça, on pourrait ajouter bien sûr l'armement, donc des échanges commerciaux importants, beaucoup d'argent qui sort de l'Inde vers la Russie en échange d'équipements ou d'hydrocarbures. Et là-dessus, les États-Unis ont toujours accepté de regarder dans l'autre direction et de se boucher le nez, même si ça permettait à la Russie de financer sa guerre en Ukraine. Vous aviez bien sûr l'administration Biden qui a fait quelques représentations auprès des Indiens, qui essayait de les motiver à abandonner la Russie ou du moins à limiter leurs achats d'hydrocarbures et d'armement. Les Indiens n'ont jamais rien voulu savoir. Il y a quelques semaines, on se parlait de Donald Trump qui allait en Inde discuter avec Narendra Modi au téléphone, et qui proposait aux Indiens le F-35. Encore une fois, on essayait de retirer cette relation, d'éliminer cette relation d'armement entre la Russie et l'Inde en lui montrant, nous, on est prêt à te vendre les meilleures armes. Pourtant, l'Inde, encore une fois, préfère sa relation avec la Russie. C'est un peu un classique, c'est traditionnel. L'Inde, de par sa posture, on pourra en parler éventuellement chaque jour sur Terre avec un dossier spécifique, mais l'Inde n'a pas le choix d'adopter la neutralité en raison de sa posture. On sait bien sûr que depuis un certain nombre d'années, vous avez une tension, on en parlait tout à l'heure avec la Chine, et cette tension force l'Inde à maintenir des liens avec tout le monde, tant avec les États-Unis qu'avec la Russie. La Russie pour ce qui est des apports énergétiques et d'armement, et les États-Unis, tout simplement dans l'éventualité d'un conflit avec la Chine, et plus largement même face au Pakistan. Les Indiens voient la relation avec les États-Unis comme productive en ce sens, et vice-versa. Les États-Unis regardent l'Inde et se disent « Voilà quel partenaire fantastique dans l'éventualité d'un conflit avec la Chine. » Des compétiteurs naturels qui sont dans le même espace géographique, séparés certes par l'Himalaya, mais qui convoitent quand même beaucoup d'éléments communs et qui compétitionnent au niveau économique, géopolitique, etc., même au niveau maritime, dans l'espace, dans la région. L'Inde pourrait être un atout majeur pour les alliés occidentaux, si on veut. Alors, depuis des années, vous aviez cette espèce d'ambiguïté, alors qu'on punit tout le monde qui fait affaire avec la Russie et qu'on tape sur les doigts de tout le monde, mais jamais vraiment l'Inde, qui réussit à s'en sortir et qui a cette position privilégiée de par justement son importance contre la Chine. Eh bien là, aujourd'hui, tremblement de terre, alors que les Indiens tentent, conjointement avec les Chinois, ça ne vient pas uniquement de l'Inde, mais les deux camps tentent de se rapprocher, d'en venir à une forme de détente. En fait, l'article qu'on est en train de lire ici le résume très mal. Si on prend le titre ici de cet article de la BBC, c'est encore plus explicite. On nous dit « La Chine et l'Inde devraient être des partenaires et non des adversaires », déclare le ministre des Affaires étrangères Wang Yi. Donc, la Chine qui dit « L'Inde et la Chine ne devraient pas être des adversaires, on devrait être des partenaires dans les relations internationales plus largement. » Et là-dessus, c'est très important de le mentionner. Si on exclut la question de l'Himalaya, il n'y a pas vraiment de tension majeure entre la Chine et l'Inde. Soyons clairs, peut-être il y a 30, 40 ans, on avait une espèce de parité, si on veut. On s'entend, on a l'indépendance chinoise qui arrive en 1949, on a la partition de l'Inde qui arrive en 1947. Alors les deux partent presque en même temps de la ligne de départ. Et pendant des décennies, vous avez, oui, ces deux gigablocs de population de près de 7 ou 800 millions de personnes qui ont chacun grandi jusqu'à atteindre 1 milliard, puis 1 milliard 1 milliard 2, et la Chine qui a progressé jusqu'à 1 milliard 4 même, si on se fie à ces chiffres. Mais donc, deux géants qui longtemps ont été nez à nez. Mais soyons clairs, la Chine a éclipsé l'Inde à partir du milieu des années 2000. À partir de 2005, 2007, 10, etc. Vous avez Xi Jinping qui arrive autour de 2011, si je me souviens bien, ou même 2011, pardon. Et lorsque Xi Jinping arrive, les choses s'accélèrent considérablement. Donc, l'Inde, de son côté, n'a plus cette même animosité envers la Chine et la Chine n'a plus non plus cette même suspicion envers l'Inde. Les deux savent très bien que la course est terminée, que l'Inde ne sera jamais la Chine et que la Chine a déjà dépassé le niveau de l'Inde depuis très longtemps, tant au niveau économique, politique, cohésion nationale, au niveau géopolitique, du clout, de la projection de l'influence. C'est absolument pas comparable. Absolument pas comparable. Et c'est aussi vrai au niveau militaire. Donc, aujourd'hui, il semble mieux avisé pour l'Inde de se rapprocher de la Chine pour préserver sa relation avec la Russie. Parce que si sa seule raison d'avoir des relations avec les États-Unis est d'être
en bon terme avec Washington, c'est pour se prévenir d'une agression quelconque de la Chine. Aussi bien se rapprocher de la Chine. Surtout quand on sait qu'il n'y a pas vraiment de scénario dans lequel les deux pourraient être en compétition directe. Pas pour des ressources, pas pour quoi que ce soit. Alors donc la Chine, aujourd'hui, est en train un peu de, pour la première fois depuis des décennies, est en train de manifester qu'elle a suffisamment de confiance en elle, dans sa supériorité, dans sa primauté dans l'espace eurasiatique et même dans le sous-continent indien, pour dire, on est les big dogs et on est capable de se mettre en amitié avec l'Inde et d'aller encore plus loin sans que ça retire quoi que ce soit à la Chine, sans que ça nous fasse mal paraître, sans qu'on soit en danger d'être éclipsé ou quoi que ce soit. Donc, la Chine dégage une confiance énorme de par ce genre de manœuvre. D'essayer de coaliser l'Inde à sa cause plutôt que de compétitionner avec elle face aux États-Unis ou encore pour l'influence avec la Russie ou quoi que ce soit. Plutôt, on voit ce rapprochement qui pourrait être générationnel et complètement transformer la géopolitique mondiale. Ou s'il fallait qu'on recrute l'Inde dans ce nouveau bloc sino-russe, là, vous avez les trois plus grandes puissances mondiales, à l'exception des États-Unis, disons, qui viennent de se rejoindre ensemble. On pourrait dire que l'Inde n'est pas une grande puissance militaire. Vous allez mettre le Japon ou quelqu'un d'autre en face de eux, la France. On parle quand même d'1 milliard de personnes avec une capacité industrielle et militaire considérable. Donc, même si on n'est pas l'économie la plus avancée au monde, aucun doute que l'Inde peut avoir une influence énorme dans ce nouveau bloc sino-russe. Et ça permet à l'Inde ce rapprochement avec la Chine. On pourrait dire que c'est un peu du posturing aussi. C'est un peu de la gesticulation. Alors que les États-Unis tentent d'étrangler l'Inde et de les forcer à rejoindre l'Alliance occidentale et à rejeter entièrement la Russie, l'Inde est en train de montrer très clairement ce qu'elle est prête à faire. Jusqu'où ça peut aller si vous maintenez la pression. Un peu comme un savon mouillé. Si vous serrez trop fort, il va vous glisser des doigts. L'Inde essaie de montrer la même chose. La semaine dernière, on en parlait ensemble, alors que quelques minutes après avoir raccroché avec Donald Trump, vous avez Narendra Modi qui appelle Vladimir Poutine pour convenir de la solidité de la relation et qu'on va approfondir les liens stratégiques. Et on se le disait ensemble, c'était carrément un fuck you aux États-Unis pour dire on fait ce qu'on veut, vous n'avez pas un mot à dire. Et 2 secondes après, ils se retournent de bord puis ils vont jaser avec les Chinois et prendre des photos et dire qu'on devrait être des amis au fond. Le message pour les Américains est très clair, qui veut dire « back the fuck off ». Laisse-nous tranquilles, parce que ça va mal tourner pour tes intérêts et on n'en a rien à balancer de perdre une relation avec Washington. De toute façon, les relations commerciales, au point où on en est, sont exécrables. Avec le Brésil, l'Inde est le pays dans le monde qui a les plus hauts tarifs commerciaux pour le commerce avec les États-Unis. Le Brésil et l'Inde, les deux pour des raisons punitives, purement politiques, parce qu'on a quelque chose contre l'attitude du pays en tant que tel. Le Brésil, c'était sur la question sur Bolsonaro, et l'Inde, c'est bien sûr la relation avec la Russie. Alors, dans les deux cas, on utilise les tarifs comme une mesure punitive. Donc maintenant, vous dites à l'Inde, veux-tu continuer à faire du commerce avec les États-Unis? On se déplace au Liban, alors que cette fois, c'est un suivi sur un dossier qu'on a traité très souvent à la revue de presse, ce fameux désarmement du Hezbollah. On sait que, alors qu'on a eu une guerre entre Israël et le Liban, Israël est intervenu au Liban pour repousser les forces du Hezbollah qui, dans la foulée, bien sûr, de la guerre avec Gaza, exerçaient une certaine pression à travers des lancers de roquettes, des tirs de missiles et des incursions sur les territoires israéliens. Israël, une fois qu'on en avait terminé avec Gaza, ou du moins qu'on l'avait mis sur la glace, a décidé d'entrer au Liban. On a d'ailleurs une vidéo là-dessus à 7 jours sur Terre, décrivant cette intention israélienne d'envahir au cours des jours qui ont suivi, et ça s'est effectivement produit. Israël est entré au Liban par des milliers de troupes et des bombardements considérables. Et bien sûr, vous vous souvenez ces opérations spectaculaires contre le Hezbollah, notamment l'opération des fameux téléavertisseurs. Tout ça, c'était terminé par un cessez-le-feu. Alors qu'il y avait des conditions et des concessions des deux côtés. Le Liban acceptait de désarmer le Hezbollah. Ça, c'est le gros point et c'est énorme. On acceptait aussi de s'assurer de désarmer, en fait, de démilitariser tout le sud du Liban, au sud de la rivière Litani. On disait, tout ce qui est au sud de cette rivière devrait être une zone démilitarisée pour créer une espèce de zone tampon avec Israël. C'est l'espace, en passant, qui était contrôlé par le Hezbollah. Alors on disait,
vous me désarmez le Hezbollah, vous les sortez de la zone entièrement, et moi, en échange, Israël, on va se retirer de cette zone qu'on occupe actuellement, contrôlée en théorie par le Hezbollah, et on va cesser les bombardements sur le Liban. Mais vous devez régler le dossier du Hezbollah. Les deux camps ont accepté. Bien sûr, le Hezbollah n'était pas impliqué dans cette négociation, c'était purement gouvernement libanais et gouvernement israélien. Plusieurs mois maintenant, après ce fameux cessez-le-feu, ni l'un ni l'autre a respecté ses engagements. Israël continue d'occuper le territoire libanais par des milliers de troupes et continue de frapper le territoire libanais avec des frappes aériennes quasi quotidiennes. De son côté, le gouvernement libanais est incapable et pas trop motivé non plus à désarmer le Hezbollah pour un ensemble de raisons qui sont très évidentes. D'abord, on sait que le Hezbollah, c'est d'abord et avant tout une organisation politique qui a bien sûr, oui, un certain pouvoir électoral, un certain clout populaire, mais aussi c'est une faction de résistance armée qui utilise donc sa posture dans le processus politique comme un levier d'influence pour maintenir ses armes, maintenir son pouvoir et maintenir son rôle dans le sud du Liban. Le gouvernement libanais aimerait bien se débarrasser du Hezbollah. En fait, on a toujours voulu se débarrasser du Hezbollah, ou presque, pour maintenir une cohésion à l'intérieur de l'État. C'est ce qu'on appelle le monopole de la violence. À l'exception des États-Unis, de quelques pays comme ça assez étranges, la plupart des pays tentent de maintenir un monopole de la violence pour l'État. Ce qu'on veut dire par là, c'est que seul l'État devrait avoir le droit de recourir à la violence pour défendre ses intérêts. Question de la police, question de l'armée, question de la contrainte physique, de la prison, de la séquestration. Seul l'État a le monopole de la violence. Celui a le droit de la pratiquer parfaitement légalement. Si un autre groupe a des armes et qu'il n'y a pas de monopole de la violence, alors on s'en va vers une forme de contestation et ça invite à une guerre civile, alors que vous avez des groupes qui contestent l'autorité de l'État et qui ont la capacité de le faire par l'utilisation de la violence, par les armes. Donc, le Hezbollah a toujours été un peu un caillou, si on veut, dans la cohésion politique au Liban. On a toujours essayé, spécifiquement depuis les dernières années, depuis les années 70, à essayer de se débarrasser du Hezbollah, du territoire et de normaliser le processus politique pour en extraire cette faction plus radicale, plus axée sur la résistance, qui apporte un ensemble de problèmes. Parce qu'il faut le comprendre, le Liban, au-delà de juste la cohésion de l'État, au-delà de juste le contrôle sur son territoire et d'avoir un caillou, il y a l'enjeu d'Israël. La présence du Hezbollah sur le territoire libanais, l'utilisation de la violence par le Hezbollah contre Israël depuis le territoire libanais invite des attaques et des invasions en provenance d'Israël vers le Liban. Alors naturellement, le Liban est embêté par le Hezbollah et préférerait en finir une fois pour toutes pour ne serait-ce que maintenir le contrôle sur son propre territoire et mettre fin à ces incursions israéliennes qui sont justifiées par la présence du Hezbollah. Donc, c'est un peu un des grands facteurs, en fait, qui a mené à cette guerre civile et qui a permis à cette guerre civile de causer jusqu'à presque 100 000 morts. Guerre civile libanaise qui a été une vraie tragédie entre les années 1970 et 1985, si je me souviens bien, de 75 à 90, pardon. Cette guerre civile qui a causé des dizaines de milliers de morts, jusqu'à 100 000 morts, plusieurs dizaines de milliers de blessés, et qui a vraiment traumatisé la vie politique au Liban. Assez qu'on a donc accepté par la suite de tolérer le Hezbollah comme un acteur politique, avec des votes, avec des députés, avec une capacité de parler en son propre nom, avec une espèce de diplomatie. On a donc naturellement une influence de l'Iran très forte au Liban. Et ça embête tout le monde. Ça embête les États de la région, ça embête de plus en plus cette nouvelle Syrie à côté, ça embête Israël, ça embête les Américains, la Turquie, ça embête tout le monde. Donc, lorsqu'Israël a envahi une nouvelle fois le territoire libanais, et qu'on a demandé cette fois le désarmement du Hezbollah comme précondition au retrait des troupes et à un cessez-le-feu. Le gouvernement libanais était très ouvert à essayer de le faire parce qu'on voyait le Hezbollah qui était dans une posture de faiblesse. Le Hezbollah venait juste de se faire exploser quelques centaines de membres par le fameux incident des téléavertisseurs. On avait aussi ces frappes contre le leadership. On a décapité le leadership du Hezbollah. Donc, le Hezbollah est dans une posture de faiblesse actuellement. Et l'État libanais, sous pression par Israël, sous pression par la communauté internationale, sous pression par les États-Unis, sous pression par l'Arabie saoudite, sous pression par les États arabes,
essaie aujourd'hui de désarmer le Hezbollah. Et le Hezbollah refuse, bien sûr, ce qui nous place dans une posture explosive, alors qu'on sait que la dernière fois qu'on a essayé, ça menait à une guerre civile. Bien, aujourd'hui, le Hezbollah dit « Vous avez promis, vous, aux Américains et aux Israéliens, que vous allez nous désarmer, alors qu'on est la seule forme de résistance contre Israël et contre les États-Unis? » Hors de question. Vous vous mettez le doigt dans l'œil, et encore plus, vous êtes des complices du sionisme, de l'impérialisme israélo-américain. C'est la posture du Hezbollah en ce moment. C'est-à-dire, non seulement on ne vous donnera pas nos armes, mais la simple proposition relève d'une collaboration complice avec l'ennemi. Et donc, le Hezbollah, déjà, au moment où on se parle de guerre civile et avertit tout le monde que si jamais on tente de lui retirer ses armes, venez les chercher, bande de connards. On va y résister. Hors de question que vous preniez nos armes. Et le gouvernement libanais est vraiment dans une posture extrêmement difficile au moment où on se trouve, parce que je parlais tout à l'heure de la pression qui vient d'un peu partout. Bien, c'est que vous avez Israël qui déjà télégraphie que si jamais on ne désarme pas le Hezbollah, on va envoyer encore plus de troupes. Hors de question de se retirer. Au contraire, on va intensifier la campagne au Liban, on va intensifier l'occupation du territoire libanais, les bombardements du territoire libanais. Premièrement, Israël. Deuxièmement, vous avez le gouvernement américain et français qui ont installé le président Joseph Aoun. Carrément, c'est une marionnette de l'Occident. Parfois, c'est très péjoratif. Dans le cas du Liban, il n'y avait plus de gouvernement depuis des années. C'était complètement dysfonctionnel. Et les Américains et les Français se sont dit, on va mettre quelqu'un, on va au moins avoir un interlocuteur. On a naturellement placé quelqu'un qui était favorable aux intérêts plus chrétiens, maronites également, des Libanais. Et donc, on s'est retrouvé avec M. Joseph Aoun, qui lui disait depuis le départ, j'accepte toutes les demandes des Américains et des Israéliens. On va désarmer le Hezbollah pour maintenir le... Mais on n'a pas été en mesure de le faire. D'abord, il y avait un échéancier qui avait été mis par les Américains, Tom Barak, l'ambassadeur américain en Turquie, qui est aussi responsable de tous les enjeux au Moyen-Orient, qui a été rencontré le Liban, le président Joseph Aoun, et qui lui a dit « Vous avez jusqu'à novembre. » On revient un peu plus tard, c'est toujours pas fait. On dit maintenant « Vous avez jusqu'à 2026. » Pourquoi? Parce que la situation commence à être critique. Si ce n'est pas réglé d'ici 2026, la mission de l'ONU, la FINUL ou l'UNIFIL en anglais, va quitter le territoire libanais, la mission de maintien de la paix. Et les forces armées libanaises n'ont pas la capacité de défendre le pays. En fait, c'est la raison pour laquelle on a actuellement la FINUL sur le territoire libanais. C'est justement parce que l'armée libanaise est tellement pas crédible en matière de capacité de défense qu'on a eu besoin de déployer des casques bleus pour maintenir le cessez-le-feu qui avait été signé, et ce, dans les années 90. Alors, vous comprenez qu'on a vraiment une armée libanaise qui est très faible. Vous avez Israël qui se prépare à peut-être retourner au Liban. Vous avez les Saoudiens, au moment où on se parle, qui regardent en direction du Liban et qui avertissent tout le monde que tant et aussi longtemps que le Hezbollah est présent au Liban, il n'y aura pas de reconstruction financée par l'Arabie saoudite. Les pays arabes qui sont autour entendent la déclaration de l'Arabie saoudite et disent, vous savez quoi, si l'Arabie saoudite n'embarque pas, nous non plus, on n'embarque pas dans la reconstruction du Liban, parce que bien sûr, le gros des fonds devrait venir de l'Arabie saoudite. Et là, vous avez donc toute cette situation dans laquelle tout le monde s'impatiente, les pays arabes, les Américains, la France, l'UNIFIL, Israël, tout le monde tape du pied en s'attendant que le Liban, enfin, réussisse à désarmer le Hezbollah, et le Hezbollah qui répond ouvertement « Come and get them ». Venez les chercher, on verra ce qui arrivera, parlant ouvertement d'une guerre civile dans l'éventualité, menace de déclencher une nouvelle guerre civile. Alors, la situation ici au Moyen-Orient sera explosive au cours des prochaines semaines. Dur de savoir quelle sera l'attitude là-dessus du gouvernement libanais, si on décide d'aller de l'avant ou pas. On n'a pas la capacité de la faire pour le moment et on ne veut certainement pas déclencher une nouvelle guerre civile. On commence donc un désarmement qui est largement pour plaire aux Américains, plaire à la communauté internationale, où on va dans les camps de réfugiés et on ramasse les quelques armes qu'on peut trouver. Ce n'est pas le Hezbollah. Le Hezbollah n'a toujours pas collaboré et rien nous indique qu'il est sur le point de le faire. Donc, dans ce contexte où Israël pourrait se préparer à entrer une nouvelle fois au Liban, on apprend cette semaine par Al Jazeera
L'armée israélienne a annoncé qu'elle appellerait 60 000 réservistes et prolongerait le service de 20 000 supplémentaires. Israël va mobiliser 60 000 réservistes dans les semaines à venir alors qu'il met en œuvre un plan visant à s'emparer de la ville de Gaza, a déclaré l'armée, alors même que les médiateurs poursuivent leurs efforts pour obtenir un cessez-le-feu. L'armée a déclaré mercredi que le ministre de la Défense Israël Katz avait approuvé le projet de lancer des opérations dans certaines des zones les plus densément peuplées de Gaza et qu'elle appellerait 60 000 réservistes et prolongerait le service de 20 000 supplémentaires. Cette annonce intervient alors que les groupes de défense de droits de l'homme avertissent qu'une crise humanitaire pourrait s'aggraver à Gaza, où la plupart des habitants ont été déplacés à plusieurs reprises, où les quartiers sont en ruine et où les décès dus à la famine continuent d'augmenter. Un responsable militaire israélien a déclaré aux journalistes que la nouvelle phase de combat, c'est après la 6e fois qu'on entend ça depuis le début de cette guerre, impliquerait une opération progressive, précise et ciblée dans et autour de la ville de Gaza. Le responsable a déclaré que l'armée avait déjà commencé à opérer dans les quartiers de Zeytoun et Jabalia dans le cadre des étapes initiales. Israël qui se prépare donc à une expansion considérable de son opération à Gaza et additionnellement à une mobilisation de quelques 60 000, pour dire 80 000 réservistes qui sont inclus dans le service militaire israélien pour les prochaines semaines, prochains mois. Est-il possible que ces 60 000 fassent partie de ce calcul vis-à-vis le Liban? Est-ce qu'on veut terminer avec Gaza d'abord et ensuite passer au Liban? La question y est. Une chose est sûre, on a vraiment le beau jeu pour Israël, alors qu'on nous parle d'un désarmement pour peut-être novembre, peut-être décembre. Dans le pire des cas, pour Israël, ce sera une guerre civile au Liban qui permettra encore une fois à Israël d'étendre son influence sur ces régions au sud du pays. Alors, Israël est mort de rire dans tous les scénarios en ce moment. C'est un peu embarrassant pour tout le monde et c'est un artefact vraiment de cette campagne agressive pour essayer de décapiter, de détruire la capacité de tout le monde de résister à quoi que ce soit. Alors, on se parle de cette campagne agressive de l'armée israélienne. On a su au cours des derniers jours que l'armée de l'air israélienne a frappé la capitale du Yémen pour une nouvelle fois, et pas qu'une petite frappe. En fait, des douzaines d'avions ont été mobilisés, 4 personnes auraient été tuées dans une frappe qui aurait visé notamment un dépôt de carburant, des centrales électriques et le palais présidentiel. Un vieux truc israélien. On se souvient, on fait la même chose il y a quelques semaines avec le palais présidentiel en Syrie et le ministère de la Défense. Maintenant, on frappe le palais présidentiel au Yémen. On dit bien sûr que tout ça, c'est de l'infrastructure utilisée par les Houthis, alors que les Houthis continuent de lancer des missiles vers Israël. On a lancé au cours des derniers jours une bombe, un cluster bomb, donc une bombe qui relâche plusieurs ogives simultanément. Et c'est une bombe non guidée, mais qui a quand même causé un certain niveau de dommages en Israël, notamment sur une maison, là, des dommages mineurs, mais qui a poussé Israël à répondre d'une autre opération, d'une autre frappe majeure au Yémen pour aller punir les Houthis. Additionnellement à tout ça, on se parlait tout à l'heure de, encore une fois, cette campagne agressive d'expansion qui touche, oui, le Yémen, qui touche, oui, Gaza, le Liban, la Cisjordanie, la Syrie, l'Iran. On est vraiment rendu à attaquer un peu partout pour essayer, comme on se disait un peu plus tôt, de tondre le gazon, de s'assurer que personne n'a vraiment plus jamais la capacité de s'attaquer ou du moins de nuire substantiellement à l'État d'Israël. Maintenant, donc on avait le Yémen, on apprend qu'Israël s'est encore introduit en Syrie au cours des derniers jours. La Syrie condamne la nouvelle incursion militaire israélienne dans la campagne de Damas. Le ministre syrien des Affaires étrangères accuse Israël d'avoir violé un accord de 1974 pour faire avancer ses plans expansionnistes et de partition. La partition de la Syrie, on en a parlé à quelques occasions aussi en revue de presse. Il semble que c'est plus qu'un secret de polichinelle. Quand je vous disais, il semble qu'Israël essaie de partitionner la Syrie, mais là, vous avez le ministre des Relations étrangères de Syrie qui parle ouvertement d'une campagne israélienne de partition de la Syrie. Alors, la Syrie a condamné une nouvelle incursion militaire d'Israël dans la campagne du sud-ouest de Damas, à l'extérieur de la capitale, la qualifiant de grave menace pour la paix régionale. Le ministre syrien des Affaires étrangères a accusé lundi Israël d'avoir violé l'accord de désengagement en établissant des installations de renseignement et des postes militaires dans des zones démilitarisées pour faire avancer ses plans expansionnistes et de partition. Le ministre a fait ces remarques lors d'une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique pour discuter de la guerre génocidaire d'Israël dans la bande de Gaza.
La dernière intervention militaire israélienne en Syrie fait suite à des affrontements meurtriers dans la province syrienne de Soueïda. On en parlait également il y a quelques semaines, où une semaine de violence interconfessionnelle a fait 1400 morts en juillet avant qu'un cessez-le-feu ne mette fin au bain de sang. Israël a mené des frappes contre les troupes syriennes et bombardé le cœur de la capitale, il y a le ministère de la Défense notamment, sous prétexte de protéger les Druzes. Alors, Israël, qui installe des installations. Maintenant, on parlait dès le départ, là, en décembre, on se mentionnait ensemble de ce petit bout de Syrie qu'Israël est en train de se ramasser, qu'on avait poussé au-dessus de la ligne de démilitarisation de 1974. Et moi, je vous avertis, c'est déjà à ce moment, je vous le préviens, ça fait maintenant partie d'Israël. Cette petite bande de terre là, qu'on a saisie, qu'on a littéralement confisquée à la Syrie et qu'on dit non, c'est juste une bande pour démilitariser, bien, ça a pris quelques mois et maintenant, Israël est en train de construire dans la bande qu'on a confisquée à la Syrie. Alors, est-ce que c'est du territoire israélien? Pas pour le moment, mais on parlait aussi la semaine dernière de cette politique du fait accompli par Israël. On a une tendance, pour ne pas dire une manie, de présenter le monde entier devant un fait accompli. Et c'est notre manière de le rendre incontournable. Si, par exemple, on se met à bâtir des installations de renseignement, des installations militaires, c'est un fait accompli. Elles sont là, elles sont construites. Vous allez faire quoi? Les détruire? Attaquer Israël? On sait que ce n'est pas le territoire, mais c'est une attaque contre Israël quand même. Ensuite, la prochaine étape, naturellement, ce sera quoi? Construire des colonies, construire des résidences, construire des installations qui ne relèvent plus seulement des installations militaires et de renseignement, mais de plus en plus des installations civiles, des routes, des voies d'accès. C'est ce qui s'est produit avec le plateau du Golan, c'est ce qui s'est produit avec la Cisjordanie, et c'est probablement ce qui va se produire avec cette nouvelle extension qu'on a acquis à la Syrie par la voie de la force lors de l'effondrement du régime Assad. Alors donc, tout ça en parallèle, mais quelle semaine complètement fuckée. Alors qu'on apprend qu'au même moment où tout ça se passe, au même moment où Israël est en train, encore une fois, de se bâtir un petit bout de Syrie à elle, bien, le président syrien nous apprend, Al-Shara, qu'il y a effectivement des négociations avancées avec Israël pour un accord de sécurité entre la Syrie et Israël. Au même moment où Israël occupe du territoire syrien et continue de s'en prendre un peu plus et bombarde le ministère de la Défense et la capitale, les négociations continuent entre Israël et la Syrie parce que la Syrie essaie autant que possible d'avoir la paix. On a compris depuis le début que la seule option, c'était d'avoir une espèce de détente avec Israël, de s'assurer de ne pas savoir comme ennemi, au moins. Israël ne veut rien savoir d'avoir une Syrie unitaire et forte. On veut s'assurer de soit la partitionner, soit la diviser informellement, si on veut. Et il semble que le président syrien, conscient de sa position, est prêt à faire des concessions énormes. N'importe qui d'autre aurait exigé le départ des troupes israéliennes avant quoi que ce soit, aurait exigé des garanties de sécurité de la part, par exemple, des États-Unis contre une éventuelle incursion, aurait exigé des garanties de d'autres joueurs. Ça aurait pu être la Russie, ça aurait pu être la Turquie. Et pourtant, il n'y a rien de tout ça sur la table. C'est parce qu'on est conscient de notre posture de faiblesse. Tout ce que veut Al-Shara en ce moment, c'est se légitimer. C'est être vu comme un vrai président et que la Syrie, c'est son territoire et qu'il a l'autorité sur ce territoire. Alors si pour être reconnu par Israël et par extension par les États-Unis et tous les autres pays, il faut tout simplement accepter que le sud de la Syrie sera démilitarisé, simplement accepter qu'il y aura des violences de temps à autre entre des groupes confessionnels et que ce sera réglé à l'interne et que l'État n'aura pas la capacité d'agir sur le terrain. C'est catastrophique, ça n'a aucun sens. C'est des scènes tragiques comme on vient d'assister à Soueïda, où vous avez 1400 morts dans une seule semaine avec des affrontements absolument... Écoutez, c'est barbare. Et pourtant, le président syrien dit, écoutez, si c'est le prix pour avoir la paix avec Israël, et pour consolider son autorité sur le territoire, alors le jeu en vaut la chandelle. Les accords avec Damas prévoient la démilitarisation du Golan syrien, l'interdiction des armes qui menaceraient Israël, tandis que la Syrie serait réhabilitée par les États-Unis et les Émirats arabes unis. Soyons très clairs d'abord là-dessus. C'est là qu'on voit à quel point Trump est un clown parfois dans ses négociations. C'est que Trump s'est déjà engagé à la réhabilitation de la Syrie.
On a déjà accepté de réhabiliter la Syrie. C'est ce qu'on se parlait ensemble en revue de presse, qu'on était comme à quel point c'est lunaire, à quel point c'est stupide de ne pas avoir attaché la réhabilitation, la reconnaissance de la Syrie et sa légitimisation dans le processus politique à une forme de concession, spécifiquement la normalisation avec Israël. On aurait dû exiger ça comme un point de départ. Et là, vous voyez, Israël est en train de négocier ça tout seul avec une concession qui a déjà été faite par Washington. Donc, il nous reste les Émirats arabes unis qui reconnaîtraient la Syrie. On présume également peut-être d'autres États dans la région qui seraient un peu plus à l'aise à travailler avec la Syrie une fois qu'on aurait une normalisation avec Israël. Mais de manière générale, cette négociation, lorsqu'on la superpose avec une occupation d'Israël et des bombardements sur le territoire syrien et la construction d'infrastructures en toute impunité, ça nous montre vraiment que la Syrie en ce moment n'a aucune volonté de combattre, de contester, de négocier. Tout ce qu'on veut, c'est exister, s'accrocher à la vie pendant quelques mois de plus pour ensuite essayer de consolider l'autorité. On a bien sûr ces tensions avec les Kurdes, on a la question de la Turquie qui veut s'installer, on a bien sûr la tension avec l'Irak de l'autre côté. Et la Syrie en a plein les bras. Et donc la condition qui vient de lui être imposée par Israël, quand on dit « aucune arme ne pouvant menacer Israël », c'est gros. C'est énorme comme concession. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'avoir des missiles. Puis pas des missiles à longue portée, là. Je veux dire, merde, vous êtes voisins. La distance entre la Syrie et Israël, c'est 0 kilomètre. C'est une frontière. Alors, on comprend là-dessus quand on dit « aucune arme ne pouvant menacer Israël », c'est aucun programme balistique, c'est pas même une roquette, c'est pas un tank, avez-vous seulement le droit d'avoir des armes longues? Avez-vous le droit à un pistolet? Si vous tenez sur la frontière, vous êtes capable de tirer un Israélien? Alors, vous voyez que la Syrie est vraiment prête à accepter n'importe quoi juste pour avoir la paix et s'accrocher pendant quelques mois de plus. Soyons clairs, c'est temporaire. Al-Shara n'est pas stupide. Il n'est pas en train de faire des concessions pour l'éternité. Éventuellement, la Syrie pourra avoir retrouvé une forme de cohésion, payer des gens, payer des infrastructures, remettre de l'électricité un peu partout sur le territoire, réparer les routes, et ensuite, des dépenses militaires, des achats à X, Y, Z, à la Russie, aux États-Unis, aux Coréens, peu importe. Les gens seront ravis de vendre des armes à la Syrie si elle est normalisée avec Israël. Et maintenant, la question à savoir, est-ce que ça rompra ou pas les ententes avec Israël? Ce sera à voir avec eux. Ce sera à voir plus tard. Donc, il ne faudra pas se surprendre si la Syrie, en ce moment, est en train de signer un peu partout, juste pour avoir la paix pendant quelques mois, et qu'à terme, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, la Syrie sera en mesure peut-être de se relever tranquillement et que ses signatures ne vaudront plus rien. Cette histoire comme quoi on n'a pas le droit. On se souvient par exemple de l'Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale. On lui avait interdit toute forme d'armée. On lui avait interdit plafonner ses forces militaires, plafonner la taille de ses canons lors de la Première Guerre mondiale même. On a plusieurs limites comme ça qui ont été violées à travers l'histoire et qui ont été signées en toute connaissance de cause. On savait qu'on ne respecterait pas cette entente. Donc, possible que la Syrie soit en train de faire la même chose en ce moment, juste pour avoir la paix. Une chose est sûre, cette négociation avec Israël est vraiment au cœur de la géopolitique régionale en ce moment, et c'est ce qui va déterminer le sort pour le Liban, c'est ce qui va déterminer le sort pour la Syrie, c'est ce qui va déterminer l'implication de l'Arabie saoudite. Ça va déterminer beaucoup de choses, cette négociation entre la Syrie et Israël. Alors, ça fait pas mal de tour de nos développements pour cette semaine. On avait cette histoire par rapport au Canada et aux dépenses militaires. Je pense qu'on va garder ça pour la semaine prochaine puisque ce n'était pas un enjeu temporel, c'est vraiment plus quelque chose de général. Alors, on en discutera lors d'une prochaine revue de presse. Merci à tous d'avoir été là. C'était Benjamin Tremblay. Nous, on se revoit la semaine prochaine, même heure, même endroit. Je vous aime. Semez l'amour, partagez l'espoir. Bye bye.